ressemble à peu près à ce premier article, donc je ne vais pas vous faire trop de littérature juridique parce que je sais que c'est assez gonflant, mais c'est à peu près la même chose qui est le fait de livrer des données, notamment informatisées, télécommunications et puissances étrangères, donc pour les intérêts des puissances étrangères contre nos intérêts fondamentaux, c'est réprimé par la loi et ça s'appelle de la haute trahison en droit pénal. Alors, avant d'aller plus loin dans d'autres articles de loi et d'autres affaires, faudrait-il savoir ce que sont les intérêts fondamentaux de la nation? Puisque, là aussi, quand on ne sait pas ce que c'est, on se dit que ça n'existe pas, que ce sont que des points de vue moraux sur la politique. Pas du tout. Dans le droit pénal, c'est l'article 410.1 du Code pénal qui dispose ce que sont les intérêts fondamentaux de la nation. Je vais vous demander de faire attention à l'ordre des intérêts fondamentaux qui vont être énoncés, parce que du premier intérêt fondamental qui est respecté, nous pouvons supposer que les autres intérêts fondamentaux de la nation seront préservés. Les intérêts fondamentaux de la nation s'entendent au sens du présent titre, de son indépendance, de l'intégrité de son territoire, de sa sécurité, de la forme républicaine de ses institutions, des moyens de sa défense et de sa diplomatie, de la sauvegarde de sa population en France et à l'étranger, de l'équilibre de son milieu naturel et de son environnement, et des éléments essentiels de son potentiel scientifique, économique et de son patrimoine culturel. Donc c'est très vaste, c'est très difficile à définir, mais retenez simplement les premiers intérêts fondamentaux dont on parle. Les intérêts fondamentaux de la nation s'entendent au sens de son indépendance, de l'intégrité de son territoire, de sa sécurité, de la forme républicaine de ses institutions. En clair, il est évident que notre premier intérêt fondamental, c'est d'être indépendant à tout point de vue, que ce soit sur l'économie, la diplomatie, notre armée, parce que si on n'est pas indépendant, on ne peut pas se protéger. Le régalien, c'est-à-dire tout ce qui est armée et police, on pourrait ajouter la justice. Ce sont des institutions qui sont là pour nous préserver tant des périls extérieurs qu'intérieurs à notre communauté politique. Et il faut pour ça disposer d'un territoire politique pour pouvoir assumer sa souveraineté et dicter nos normes pour pouvoir régir ces institutions régaliennes. Donc l'indépendance nationale est le premier intérêt fondamental à respecter. De même que nous allons avoir dans les autres intérêts fondamentaux notre sûreté. C'est évident, si nous sommes agressés par une puissance étrangère, typiquement on va prendre le cas extrême, une guerre. Notre sûreté, notre intégrité territoriale, est forcément aliénée. Mais il faut voir que dans l'intégrité territoriale, il n'y a pas que le fait d'être soumis à des bombardements qui peuvent nous pourrir. Le fait que, par exemple, nos données de télécommunications soient espionnées, c'est notre intégrité territoriale qui a été aliénée parce qu'il a fallu, pour les Américains, soit disposer de complicité au sein de l'appareil d'État français pour pouvoir disposer de ces données, soit directement espionner nos moyens matériels de télécommunication qui sont protégés, cryptés, etc. Donc il y a eu des aliénations. L'intégrité territoriale touche tous les aspects de la vie nationale. Ça ne touche pas que le simple fait de pouvoir être bombardé. C'est très vaste. D'ailleurs, dans le Code de la Défense, les articles 1er et 2 du Code de la Défense disposent bien que c'est le chef de l'État qui est responsable, qui est garant de notre intégrité territoriale, et que cette intégrité territoriale, elle est très vaste dans les vulnérabilités qu'on peut lui soumettre. Alors on va aller un petit peu plus loin maintenant sur le crime de haute trahison, une fois qu'on a parlé de ses intérêts fondamentaux. Je vous ai parlé de l'affaire Snowden. À l'époque de l'affaire Snowden, en fait, ça se déclenche sous Sarkozy. Donc en fait, c'est déjà Sarkozy qu'on devra attaquer à un moment ou à un autre, puisque lorsqu'il y a eu les livraisons de données massives aux États-Unis d'Amérique, c'était donc à la fin du mandat de Sarkozy. C'est révélé à l'ère de François Hollande, qui lui va passer sous le tapis cette information. On va continuer de négocier les accords TAFTA, pas de problème, on est espionné par les États-Unis d'Amérique, nous on est bons copains avec eux. On va continuer de leur fournir de l'appui militaire et rester dans l'OTAN, nous sommes toujours leurs alliés militaires. Vous voyez dans quelle guerre nous sommes entraînés. On continue d'avoir finalement des rapports très sympathiques avec les États-Unis, par contre avec d'autres pays que les États-Unis, c'était on va dire les rivalités habituelles, notamment la Russie, ça se passe moins bien. Pourtant la Russie, elle a été à notre côté durant les 2 dernières guerres mondiales. Lorsqu'on faisait un sondage quelques années après la guerre pour demander aux Français et même à tous les Européens quel est le pays qui s'était le plus appliqué dans la Deuxième Guerre mondiale, quel était le pays qui avait contribué à notre libération, on ne parlait pas des États-Unis, on parlait de la Russie. La Russie a versé des millions de vies
pour pouvoir libérer l'Europe de la tutelle nazie. Pourtant, on parle tout le temps des Américains. Allez savoir pourquoi. Donc, bon, il y a des gens qui parlent fort aussi de ce côté-là, je vais essayer de continuer. Donc actuellement les États-Unis sont très fâchés contre la Russie, et on peut les comprendre puisque c'est la Russie qui a notamment accordé l'asile politique à Edward Snowden, pas la France. Pourtant, dans notre doc de constitutionnalité, il y a l'article 4 du préambule de la Constitution de 1946 qui impose à notre élite politique de reconnaître, d'accorder l'asile politique à toute personne opprimée dans le monde. Ça fait partie de notre constitution, ça fait partie de nos valeurs républicaines. Accorder l'asile politique, c'est pas que pour des réfugiés, c'est aussi pour tout bêtement des lanceurs d'alerte comme Edward Snowden ou Julian Assange. Bien, nous n'avons pas accordé l'asile politique, ce qui aurait été intéressant pour nos services de contre-espionnage, parce qu'en ayant écouté Edward Snowden, nous aurions pu comprendre ce qui s'était passé exactement, quelles étaient les complicités, les aliénations, et y répondre, et y circonvenir. Donc nous n'avons pas permis à nos services de contre-espionnage de circonvenir à ces aliénations de la part d'une puissance étrangère. Donc nous avions déjà à la base des bonnes raisons, des raisons très objectives d'accorder l'asile politique à Edward Snowden. C'est la Russie qui le fait, ça fâche les États-Unis. Qu'est-ce que vont nous dire les États-Unis, notamment lors du dernier G20? Il faudrait que la France suspende son contrat de vente des navires Mistral à la Russie, au motif qu'il y aurait des problèmes en Ukraine et qu'on considérait que les Russes seraient les vilains de l'affaire qui viendraient violer l'indépendance de l'Ukraine. En vérité, pour les gens qui sont un peu plus informés, c'est beaucoup plus compliqué que ça. C'était en vérité les États-Unis et l'Allemagne essentiellement qui étaient à la manœuvre, ainsi que certains pays baltes, qui ont fait des ingérences en Ukraine et qui ont installé des nazis, des réels néo-nazis au pouvoir. Nous, le Front National, c'est du pipi de chat à côté de ce qu'on a installé en Ukraine. Donc, on est très content actuellement de traiter avec l'Ukraine. Ce sont désormais des très bons copains. C'est la vision de l'Europe. Et nous, à cause de ça, on s'est fâché avec la Russie, qui a donc été notre allié durant 2 dernières guerres mondiales, et avec qui on était en train de traiter un contrat commercial très sensible sur des navires militaires. Quand on vend du matériel militaire à une nation tierce, il est évident qu'on va avoir des transferts de technologie à produire, parce que la nation tierce n'aura pas forcément toutes les compétences technologiques pour entretenir, réparer son matériel. Donc en général, il y a des transferts. Quelque part, c'est une façon de se foutre à poil, parce que quand, par exemple, pour les navires Mistral, les équipementiers français ont construit des radars de technologie française, technologie sensible dont ne disposait pas la Russie, dont ne dispose aucun pays actuellement. C'est notre technologie à nous, elle est protégée. Si on se met à poil en donnant des informations pour pouvoir entretenir ce matériel, quelque part c'est en contrepartie. Il y a des emplois en jeu, il y a des milliards de rentrées de devises en jeu, il y a une diplomatie en jeu. Voilà, ce sont les intérêts fondamentaux de la nation encore une fois, c'est notre diplomatie, nos intérêts militaires, nos intérêts économiques essentiels. Nous allons donc refuser de vendre et de livrer ces navires Mistral à la Russie. Nous ne pourrons évidemment pas utiliser ces navires parce qu'ils ont été conçus selon les normes russes, donc ils sont inutilisables pour la France. Nous allons devoir en plus entretenir ces navires, les désarmer, et on s'assoit sur la construction de 2 autres navires. Donc les chantiers STX qui devaient continuer la production sont à l'arrêt pour le coup. D'autres pays vont annuler des commandes d'avions de chasse, notamment l'Inde, je crois, du fait de ce qu'on n'a pas été responsable, qu'on n'a pas été honnête dans notre contrat commercial avec une autre nation. C'est évident. Les autres pays vont nous regarder et se dire, bah si ils veulent pas honorer leur contrat avec tel pays, je vois pas pourquoi je vais acheter à la France du matériel, qu'il soit militaire ou civil, puisque de toute façon ils peuvent se retourner si jamais les États-Unis aboient. Ça s'appelle des intelligences avec des puissances étrangères. C'est l'article 405 du Code pénal et je vais vous le dire, il est assez court. Le fait d'entretenir des intelligences avec une puissance étrangère, avec une entreprise ou organisation étrangère, ou sous contrôle étranger ou avec leurs agents, lorsqu'il est de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation, est puni de 10 ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende. C'est dans le Code pénal. Donc, on parle bien, là, cette fois-ci, d'avoir des relations, des intelligences, donc des relations ambiguës avec une nation étrangère, encore une fois. En tout cas, leurs représentants, parce que je ne pense pas que tous les Américains étaient d'accord avec ce qui s'est passé. Mais pas pour des intérêts qui nous seraient propres, pas pour défendre nos intérêts, ou du moins avoir des intérêts équilibrés entre les 2 parties.
uniquement pour les intérêts des États-Unis et contre nos intérêts à nous. Il faut vraiment avoir ça en tête, on est dans le droit pénal. Je voudrais lire, d'ailleurs, à la suite de cet article, ce qui en fait l'infraction formelle au sens du droit pénal. C'est encore mieux qu'être sur Légifrance quand on a le bouquin. Le crime prévu par l'article 405 du Code pénal est constitué lorsque sont établies des intelligences avec des agents d'une puissance étrangère de nature, indépendamment de tout résultat positif, à nuire à la situation militaire ou diplomatique de la France ou à ses intérêts économiques essentiels. Je veux dire, est-ce qu'un magistrat, selon vous, qui serait un peu honnête, pourrait considérer que nous sommes encore dans de la politique étrangère quelque peu immorale de la part du président, ou nous sommes bien face à un crime? Est-ce que nous parlons de politique ou est-ce que nous parlons d'un crime? C'est ça que j'essaie de vous faire voir en fait avec ces articles de loi. Je pourrais vous citer une dernière affaire avec l'interdiction de survol de l'avion d'Evo Morales, le président de la Bolivie, au-dessus du territoire français. Je vais écourter pour en fait donner la parole un peu aux gens parce que je voudrais savoir un peu les réactions. Mais ce que j'essaie de vous dire, c'est que si on se bat contre notre gouvernement, pas seulement pour le faire sauter, mais pour faire changer des choses profondément, que ce soit pour établir une constituante ou établir des valeurs communes à travers un mandat qu'à un moment nous serions en droit de préparer collectivement, trouver des représentants pour le mener, ce mandat, l'un dans l'autre, il faut avoir en tête que c'est un gouvernement que nous devons faire sauter et pas pour des motifs politiques. Quand je vois ici des gens qui sont sur des tas de combats politiques, aussi louables qu'ils puissent être, alors je vois le spécisme, je vois le féminisme, je vois la cause palestinienne, je vois tout un tas de très bonnes raisons, parfois des raisons avec lesquelles je ne suis pas d'accord, mais c'est pas ça l'important. C'est pas avec ça qu'on va pouvoir faire une révolution. Toutes les révolutions partent du premier constat, c'est l'autorité suprême politique du pays que l'on fait sauter. Si l'on part sur une révolution à partir de revendications politiques particulières qui ne peuvent pas faire converger les uns et les autres, nous n'aurons aucune chance d'aller vers quelque chose de plus grand. Donc, si c'est gentil d'être le seul. Voilà. Je sais que c'est sulfureux de parler de destitution d'un chef de l'État, mais nous avons les moyens constitutionnels de le faire à partir du moment où on met la pression à l'Assemblée nationale. Ce qui signifie qu'on n'est pas au bon endroit à la base pour occuper de place. Si on doit occuper des places, c'est soit dans les médias pour parler aux millions de Français, soit au niveau du Sénat et de l'Assemblée nationale, parce que c'est eux qui doivent nous écouter. Toujours est-il, voilà, je vais terminer en fait simplement ici, je vous le dis, nous avons les moyens légaux de justifier que nous sommes sous le régime d'une tyrannie. La loi a été violée à différentes reprises, je ne vous ai parlé que de la haute trahison, je ne vous ai pas parlé de financement du terrorisme ou de tout un tas de violations du droit international ou de crimes de génocide, dont on pourrait accuser aussi M. Hollande avec force de légitimité. On a besoin de juristes, on a besoin de magistrats, on a besoin d'avocats, des gens qui sont bénévoles, on a aussi besoin de gens qui font un peu de théâtre, qui s'intéressent à la philosophie pour monter des tribunaux populaires. Parce que si la justice ne veut pas prendre acte de ces crimes, qui ne sont pas, encore une fois, des actes politiques, ce sont des crimes, ça rentre dans le droit pénal. Il nous faut des gens qui sont éduqués au droit pour faire des procès publics de notre oligarchie, à commencer donc par le chef de l'État actuellement, à partir de ces considérations-là, plus d'autres qu'on pourrait soulever. Mais si l'on commence à faire l'indistinction dans des procès publics, sur les places publiques, en faisant le réquisitoire du chef de l'État et de ses complices, les gens vont commencer à comprendre qu'on n'est plus dans la politique, on est bien dans des crimes. Et là, ça va être des gens qui maîtrisent un peu le droit, qui vont faire des procès. Alors peut-être que c'est des procès pour la forme, que les magistrats ne les reconnaîtront pas, que les députés ne les reconnaîtront pas. Mais on s'en fout, on utilise le droit pénal qui est bien existant. Donc s'il y a des gens qui ici sont des juristes amateurs, qui s'intéressent à la philosophie ou au théâtre, venez me voir, je suis prêt avec vous à monter une commission pour essayer d'organiser ces procès publics. Et je donne la parole à qui le souhaite pour réagir. Oui. Ah, enfin, août 2010, non, 30 juillet 2010, le discours de Grenoble, écrit par M. Guénaud, dit par M. Sarkozy, anticonstitutionnel. Exactement les mêmes mots, les mêmes techniques d'utilisation de propagande que Goebbels avait utilisé pour faire élire Hitler en 1935. Or,
il suffisait de condamner ce discours en utilisant tous les codes, le code pénal et la Constitution française, les 5 premiers articles de la Constitution française pour dénoncer. Il suffisait de 500 000 signatures de citoyens, plus 50 ou 500 élus de la République, n'importe lesquels, qui contestaient ce discours, et ça permettait au Conseil constitutionnel d'être saisi pour pouvoir destituer le gouvernement en cours. Or, aucun des juristes, aucun des élus et aucun des citoyens ne s'est approprié sa propre constitution par laquelle, depuis 1958, nous sommes français. Or, si nous ne respectons pas le minimum de la Constitution, pourquoi vous voulez que ces politiciens ne le fassent pas non plus? Donc là, on est dans un autre problème, c'est que le 5 août, dans la nuit du 4 au 5 août, M. Besson et M. Fillon ont signé un protocole d'attaque contre les Roms. Et le 5 août au matin, autre acte de propagande absolument honteux pour la République française, ça a été de voir sur le Parisien, avec les Roms dans un camp illégal en énorme. Or, dans tous les cafés d'Île-de-France, on a vu ça partout. Et même si à l'intérieur des articles, il y avait une justificatif de simplement 19 000 personnes à essayer d'accueillir en France par an, les seules choses que j'ai entendues en me promenant dans les cafés, et j'en ai bu des cafés ce matin-là, ça a été d'entendre qu'ils s'en aillent ces illégaux. Or, ceci est une atteinte profonde à l'esprit de la République. Il faut juger ces actes-là. Aujourd'hui, le fait de ne pas les avoir jugés, eh bien aujourd'hui, regardez, on a Nono là, qui se présente comme un président, qui a fait le clown à la télé il y a encore hier soir ou avant-hier soir. Ça suffit. Respectons notre propre fait que nous sommes français. Et attention, je suis moi, né de père hollandais, ayant fui la Gestapo à une minute près, faisant la résistance, s'est converti à la République française en 1947. Hein, et ma culture, elle est française parce que mon père a combattu pour cette République-là. Or, aujourd'hui, on la bafoue, sous prétexte qu'on n'écoute pas les textes, qu'on ne voit pas les données, et qu'on n'est pas capable de mettre des procédures en cours. Et j'aime beaucoup ce que je viens d'entendre avant, et c'est pour ça que j'ai pris le micro aussi, pour qu'on se rappelle d'une chose. Le code pénal et la déclaration universelle des droits de l'homme devraient être appliqués, parce que le processus même du fait, le préambule de la Constitution française, c'est « Nous, peuple de France, sommes solennellement attachés aux droits de l'homme ». Merci. Silence, silence. Est-ce que ça vous intéresse de savoir quels sont les articles de la Constitution qui mériteraient qu'on les connaisse un petit peu, puisque c'est pas les médias qui nous en parlent? Ça coûte 3 €. Vous les trouvez dans n'importe quelle librairie de base. C'est la Constitution. C'est Dalloz qui le fait, je leur fais un petit peu de pub, mais voilà, ça vaut le coup de l'avoir à la maison. Il y a pas c'est digeste. Hein. C'est pas du droit pénal ou du droit civil, c'est assez facile à lire. Je vais vous lire déjà quelque chose sur l'asile politique, puisque justement, je vous en parlais tout à l'heure, avec... Alors excusez-moi parce qu'il faut que je trouve le texte évidemment, et il va pas être là où je veux. Voilà, préambule de la Constitution du 27 octobre 1946. Déjà, je vais lire le premier article parce qu'il dit un peu les valeurs. Au lendemain de la victoire remportée par les peuples libres sur les régimes qui ont tenté d'asservir et de dégrader la personne humaine, le peuple français proclame à nouveau que tout être humain, sans distinction de race, de religion ni de croyance, possède des droits inaliénables et sacrés. Il réaffirme solennellement les droits et libertés de l'homme et du citoyen consacrés par la Déclaration des droits de l'homme de 1789 et les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République. Pour l'instant, nous sommes que dans les valeurs. Je vais aller directement à l'article 4 dont je parlais. Tout homme persécuté en raison de son action en faveur de la liberté a droit d'asile sur les territoires de la République. Excusez-moi, mais si Edward Snowden n'est pas quelqu'un qui a une action en faveur de la liberté,
je comprends pas où on va. Il y a d'autres articles qu'on ne lit pas dans la Constitution, et c'est les 5 premiers. Les 5 premiers, c'est eux qui garantissent en fait tous nos droits de citoyens. Après, ce sont les institutions qui sont organisées. Donc on n'a que 5 articles pour nous défendre. Alors, excusez-moi, c'est dur à tourner en même temps. Article 1er. La France est une république indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens, sans distinction d'origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances, son organisation est décentralisée, la loi favorise l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives, ainsi qu'aux responsabilités professionnelles et sociales. On pourrait déjà dire que le premier article de la Constitution est violé parce que, à moins d'être riche ou dans un parti politique qui est très promu par les médias, non, nous n'avons pas un égal accès aux mandats électoraux, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Sauf si vous avez beaucoup d'argent et que vous avez des copains journalistes ou que vous avez décidé de prendre votre carte du PS ou du MP, on n'a pas un égal accès. Du titre 1, sur la souveraineté. Article 2. La langue de la République est le français. L'emblème national est le drapeau tricolore bleu, blanc, rouge. L'hymne national est la Marseillaise. La devise de la République est liberté, égalité, fraternité. Son principe est gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. Alors juste ici, comme on commence à parler de souveraineté et de symboles nationaux, j'aimerais faire remarquer que depuis plusieurs années, notamment dans le cadre de la construction européenne, qu'on nous vend comme un projet magnifique, internationaliste, bisounours, assurant la paix entre les peuples, nos symboles nationaux, quels qu'ils soient, que ce soit le drapeau tricolore, que ce soit notre hymne, sont salis. Pourquoi? Parce qu'il y a une surreprésentation médiatique d'un parti d'extrême droite qui s'appelle le Front National, qu'on va entendre comme étant le seul à vouloir pas sortir de l'euro ou agiter le drapeau tricolore, et tous les partis républicains ou les officines qui se revendiquent de la souveraineté sans pour autant accorder un quelconque crédit aux idéaux d'extrême droite, sont censurés ou diffamés ou associés à l'extrême droite. Et ça, je peux vous en parler, je connais ce problème. Donc, il est important de se réapproprier nos symboles nationaux, non pas par chauvinisme exacerbé ou débilité nationaliste, mais simplement parce que si nous ne reconnaissons pas nos propres symboles d'unité nationale, nous ne sommes pas une communauté politique. Nous n'arrivons pas à exister, nous n'arrivons donc pas à nous défendre collectivement. Nous sommes désunis, nous sommes atomisés. Être un, être unis pour un peuple, ça se base tant sur une unité linguistique, culturelle, historique, par des lois, par une constitution, par des symboles, par des hymnes. Il faut les reconnaître. C'est tout. Ensuite, l'article 3. La souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce par ses représentants et par la voie du référendum. Aucune section du peuple ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice. Le suffrage peut être direct ou indirect dans les conditions prévues par la Constitution. Il est toujours universel, égal et secret. Alors, en démocratie, il y a certes des représentants parce que c'est une nécessité quand on est 67 millions de citoyens à gérer. C'est impossible de, par exemple, réagir à, par exemple, une catastrophe sanitaire qui survient en demandant par référendum au peuple comment on fait pour réagir. Il nous faut un gouvernement, il nous faut une représentation pour accélérer parfois certaines choses, que ce soit pour légiférer ou que ce soit pour réagir à des calamités ou simplement appliquer des décrets et des circulaires pour faire fonctionner les administrations. Pour autant, en démocratie, c'est quand même le peuple qui est l'initiative des lois et qui les vote. Si le peuple n'est pas l'initiative des lois et ne peut pas les voter, nous ne sommes pas en démocratie. Donc quand on parle de démocratie représentative, c'est une hérésie. C'est pas vrai. Nous ne sommes pas en démocratie. Ce qu'ils appellent démocratie représentative, c'est tout sauf de la démocratie. Et je ferai remarquer que le référendum en France, là je cite le Conseil constitutionnel, a une portée décisionnelle. Ça signifie que, un autre adjectif, c'est contraignant. Ça veut dire que le référendum n'est pas consultatif. On ne peut pas violer un référendum en France. Vous vous souvenez que lorsqu'on avait dit non en 2005 au traité constitutionnel européen, qui reprenait l'ensemble de tous les traités qui avaient été ratifiés jusque-là. Les prenait, les compulsait, il en faisait un seul, ça s'appelait le traité constitutionnel européen. On avait dit non. Donc en fait, légalement, ça signifiait qu'on sortait de tout. Maastricht, le traité de Rome, la totale. On sortait de tous les traités. Non seulement on n'est pas sorti de tous les traités, mais ces petits malins de parlementaires se sont référés
à une institution qui s'appelle le Conseil de l'Europe et qui a produit des travaux qu'on appelle les travaux de la Commission de Venise, qui parlent de tout ce qui est élection, référendum, etc., quelles sont les normes les plus acceptables. Et ça ne s'impose pas sur notre ordre constitutionnel, mais ça fait foi un petit peu pour les juristes. Et la Commission de Venise avait expliqué dans ses travaux que si au bout de 2 ans, après un référendum qui avait été refusé par le peuple, on demandait aux parlementaires de se prononcer à nouveau sur le texte qui avait été refusé, c'était légal. Voilà pourquoi on a attendu 2 ans, en fait, pour voter le traité de Lisbonne. C'était pas innocent cette période de 2 ans. C'est parce qu'on voulait se référer à la Commission de Venise et quelque part se dire, mais non, on est dans les clous, vous vous rendez compte? Non, on n'est pas dans les clous. Le référendum en France a une portée décisionnelle. On n'aurait pas dû violer. Il a été violé. Déjà, quand nos représentants violent la Constitution, ils ne sont pas légitimes. Je veux dire, un représentant qui viole la Constitution ne peut pas être légitime. Je continue un petit peu sur ces questions-là. Article 4. Les partis et groupements politiques concourent à l'expression du suffrage. Ils se forment et exercent leur activité librement. Ils doivent respecter les principes de la souveraineté nationale et de la démocratie. J'aimerais bien qu'on me dise quels sont les partis en France, sauf les partis, on va dire, entre guillemets, populistes, qui soient de l'extrême droite ou de l'extrême gauche. Et encore, il faudrait bien regarder ce qu'ils disent. Mais quels sont les partis dits centristes, PS, UMP, le Centre, le Modem, Europe Écologie, qui ont respecté la souveraineté nationale? À quel moment ces gens ont respecté la souveraineté nationale? Ils ont l'obligation constitutionnelle par l'article 4 de la respecter, et ce sont eux qui ont voté au Parlement, en Congrès, les traités européens qu'on avait refusés. Et d'autres traités dont on a très peu entendu parler, comme le TSCG, comme le traité, comme le MES, comme les FESF, on en a très peu parlé. Pourtant, ces traités nous déshabillaient de pans de souveraineté qui étaient énormes et qui donnaient énormément de pouvoir à la finance. Donc, ces gens-là n'ont pas respecté la Constitution. Ils ne sont pas légitimes. Je veux dire, il faut être clair, la Constitution, c'est ce qui établit notre état de droit. Si on ne respecte pas la Constitution, l'état de droit est aboli. Donc, nous n'avons plus de raison de légitimer ces gens. Je vais lire maintenant l'article 5 qui est terminé par celui-ci, qui parle du président de la République. Vous l'avez reconnu? Le président de la République veille au respect de la Constitution. Il assure par son arbitrage le fonctionnement régulier des pouvoirs publics ainsi que de la continuité de l'État. Il est le garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité du territoire et du respect des traités. Traités violés avec la Convention de Vienne lorsque l'avion d'Evo Morales a voulu survoler notre territoire. Il y a des traités qui précisent ce genre de choses. On l'a violé. On a violé notre intégrité territoriale à travers des affaires d'écoute de la NSA. Là, ce n'est pas des bombardements, c'est des aliénations d'une fraction de notre territoire national, de notre intégrité. Ça a été violé, il n'en a pas été garant. Et je ne parle même pas de la souveraineté nationale, puisque Hollande a toujours été ultra zélé dans la question européenne. Donc, ce petit texte, c'est celui qu'on voudrait refaire. Je pense que vous avez tous entendu parler ici de gens qui veulent refaire la Constitution, j'en fais partie. Je pense qu'on doit refaire une Constitution. Mais en attendant, on a celui-ci qui nous supervise. On a un code pénal, on a du droit international. Donc, à partir de là, c'est neutre le droit. C'est rigoureux. C'est pas fait pour nous diviser. On peut ne pas être d'accord avec les lois votées, mais elles sont là. Donc, à partir de ça, on peut juger nos représentants. Si, j'insiste, je suis très lourd avec ça, mais si on veut juger nos représentants à partir de considérations politiques, on fait une énorme erreur. Parce qu'on ne pourra jamais unifier l'ensemble des Français sur des considérations politiques. C'est pas possible. Et c'est pas en plus des considérations politiques qui délégitiment l'exercice du pouvoir de notre représentation. C'est quand eux violent ça, quand ils violent le code pénal, quand ils violent du droit. Donc, j'aimerais vraiment... Désolé, j'ai oublié son nom. Peut-être que quelqu'un n'est pas d'accord avec ça, ou pense que c'est pas possible pour différentes raisons, et ça m'intéresserait d'entendre des gens qui, pour le coup, auraient une opposition... Je cherche sur Google... Est-ce qu'il y a quelqu'un qui... Économiste PCF, je parle de lui. C'est intéressant, mais le problème c'est plutôt qu'elle n'est pas respectée. Alors avant d'essayer de la refaire, je sais pas, il faut peut-être penser à des moyens pour qu'elle soit tout simplement respectée et pas violée. Je dis avant de la refaire,
faudrait peut-être juste veiller à ce qu'elle soit bien respectée, c'est tout. Parce que là, tout ce que tu disais, c'était que bah, en fait, elle n'est pas, quoi, que tous les articles sont violés. Donc ça me semble un boulot très intéressant, mais aussi monstrueux de la refaire. Maintenant, voilà, qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour que, effectivement, quand on viole la Constitution, le code pénal, et ben, voilà, quoi, les gens sont devant le tribunal et puis, Oui, moi, c'est une réflexion plus générale sur la démocratie. La démocratie, elle a besoin d'un cadre, et le cadre pour le définir, est-ce que ça ne commence pas par un coup d'État finalement? J'ai parlé justement de cette histoire que j'appelle la transition de phase. Donc quand on fait sauter une autorité suprême, politique, et qu'on passe à une autre. En général, il y en a deux qu'on connaît assez bien dans l'histoire, soit les putschs, donc le coup d'État, soit une révolution. Alors après, on a d'autres circonstances politiques qui sont un peu plus bancales, mais on va parler de ces deux-là. En fait, nous déjà, c'est pas dans la tradition de l'armée de faire un coup d'État en France. Ça fait longtemps qu'on ne fait pas comme ça. Et l'armée d'ailleurs déteste s'engager sur des conflits sociaux à gérer parce que ce sont les prérogatives de la police. Bon. Je vais pas rentrer dans les considérations légales par rapport à tout ça, je vais juste expliquer ce qui va faire qu'on arrivera à une transition de phase. Quand on a une pression populaire qui est énorme, qui crée un désordre constant dans les rues, l'armée, elle, de son côté, ce qui l'intéresse, c'est de rétablir l'ordre. C'est son point de départ. La police, le régalien, l'armée, tout ce qui les intéresse, c'est l'ordre public. C'est tout. Ils sont bordés, ils sont très cons, ils veulent de l'ordre. Donc, quand c'est le bordel tout le temps, à un moment, ils vont nous demander, à nous insurgés, qui sont vos représentants. Ce qui signifie déjà que la première question que doivent se poser les insurgés quand ils entament un vrai mouvement populaire, c'est à qui on va donner des rôles de porte-parole ou qu'on va missionner dans des rôles d'experts à la rigueur pour faire un gouvernement de transition. Donc ça, c'est une première question qui peut, à la rigueur, faciliter d'ailleurs la rédaction d'un programme commun. C'est quand on commence par exemple à dire, bah moi je sors de mon chapeau Jacques Sapir, je le voudrais au ministère des Finances ou à la Banque de France. Est-ce que quelqu'un a une autre proposition? Et quelqu'un va citer Frédéric Lordon, et un autre va citer Bernard Friot, et un autre va citer une autre personnalité. Le fait de sortir déjà des noms, ça nous permet à un moment de pouvoir établir un espèce de scrutin en ligne sur Internet qui continue. On peut changer son vote à chaque fois dans des assemblées populaires. Et ça, on le fait par ministère. On est précis, on dit, voilà, quelqu'un qui parle d'agriculture comme Pierre Rabhi ou Claude et Lydia Bourguignon, bah, ils seront plus compétents sur ces questions-là. À l'économie, on sait qu'on aura des personnes plus compétentes. À la défense, on aura d'autres personnalités. Le fait déjà de commencer à sortir des noms, d'une pochette surprise, et de petit à petit essayer de voir qui est plébiscité, ça permet d'aller interpeller ces gens et de dire on voudrait que vous nous représentiez ne serait-ce qu'en tant que porte-parole pour pouvoir interagir avec les institutions et les médias. Alors quand je parle d'institutions, je parle notamment de l'armée et de la police en particulier. Pourquoi? Parce que c'est ça les secteurs sensibles. L'armée va pour établir l'ordre, va se dire à un moment, ce qui s'est passé en Tunisie avec Ben Ali, l'armée ne veut pas prendre le pouvoir. Par contre, ce qu'elle sait faire, c'est je n'obéis plus à l'autorité politique suprême et j'accorde mon allégeance à une nouvelle autorité civile. Et pour ça, il faut qu'elle sache à qui parler. Si les insurgés n'ont pas de représentation, l'armée est bloquée. Donc l'armée ne prendra pas le pouvoir, ça c'est certain, mais c'est elle factuellement qui le retire. C'est pas les citoyens qui vont envahir le palais présidentiel et chasser directement leur président ou toute leur oligarchie. C'est pas comme ça que ça se passe. La pression, elle est populaire, elle est dans la rue, elle est constante, elle crée un certain désordre. Mais en fait, c'est toujours au final le régalien qui ne reconnaît plus l'autorité, le commandement de l'autorité légitime, c'est un peu comme ça qu'on en parle dans le code pénal, à l'autorité politique suprême du pays. Donc elle cherche à qui l'accorder. Donc ça, c'est une question importante qu'on devra soulever. Il faut qu'on sache désigner nos représentations et ce qui aussi nous facilitera notre capacité à se mettre d'accord sur un programme commun minimaliste. Parce que quand on sort des noms, par exemple, je citais Pierre Rabhi. Pierre Rabhi, je pense que la majorité d'entre vous le connaissent sur les questions agricoles. En général, il y a très peu de gens, alors qu'ils soient de droite ou de gauche, qui détestent Pierre Rabhi ou qui n'aiment pas ce qu'il propose. Donc, quand on commence à faire parler les Français à partir d'une tête, parce que tout de suite derrière cette tête, on se représente un petit peu les idées qui peuvent être évoquées,
c'est plus facile de travailler sur un programme commun parce qu'on a un animateur qui n'est pas là pour nous imposer le programme, mais qui est là pour nous orienter un petit peu, avec qui on peut travailler. Et à la rigueur, même s'il ne veut pas travailler avec nous, nous on peut faire le mandat impératif qui correspond un peu à cette idée, et puis lui dire bah, c'est toi qui devras l'appliquer, ou le défendre. Mais en tout cas, ça nous facilite la vie. Le deuxième truc que je voulais parler, tu avais soulevé la question du putsch et il y avait la question voilà, de réussir justement à faire respecter notre constitution. Je disais tout à l'heure que les institutions judiciaires ou parlementaires ne font pas leur boulot. C'est au Parlement qu'il revient d'instituer la haute cour de la République pour chasser notre pouvoir exécutif. Il ne le fait pas. Les policiers et les gendarmes ou n'importe quelle autorité constituée, n'importe quel fonctionnaire ont le devoir, par le code de procédure pénale, l'article 40 exactement, de dénoncer tout crime qui sont portés à leur connaissance au procureur de la République. C'est pas ce qui est fait. Et les magistrats eux-mêmes ne s'auto-saisissent pas. D'ailleurs, ils n'ont pas le droit, mais l'un dans l'autre, ils ne sont pas en train de faire le job. Donc, c'est à nous de refaire ce qu'ont fait d'autres révolutionnaires dans d'autres époques et dans d'autres lieux, et monter des tribunaux populaires. C'est très con, mais c'est une... Non, mais attendez, bon, pas les tribunaux populaires. Mais justement, quand tu fais des tribunaux populaires, Ouais, non, mais vous vous moquez du monde. quand tu fais des tribunaux populaires, ça n'a pas valeur de loi. Pardon? Ça n'a pas valeur de loi. Les décisions que tu vas rendre en tribunaux populaires n'ont pas valeur de loi. Ça reste les magistrats, on reste dans les clous. Mais je C'est la comprends pédagogie. pas, là. Vous êtes en train de nous amener l'histoire des tribunaux populaires. Monsieur, vous avez un discours ambigu, mais vraiment super ambigu. Politiquement, vous vous situez où? Politiquement, je suis un décroissant. Vous êtes Décroissant. un décroissant. Écologiste? Les potes socialistes, décroissant. D'accord. Vous n'êtes pas d'une organisation que vous appelez comment? Les décrocheurs. Je ne comprends pas là. Décrocheurs. Alors, non, là, il y a quelque chose que je ne comprends pas. C'est-à-dire que... S'il te plaît. Ah, excusez-moi, pourtant j'ai une voix qui porte, mais c'est le micro. Donc vous êtes un décroissant, mais en fait vous êtes de l'organisation des décrocheurs. Qu'est-ce que vous voulez décrocher? Les drapeaux européens, d'accord. Et après quoi? Et on change de drapeau? Ah, plus de drapeau. Ok, bon, c'est la révolution, plus de drapeau? Pardon? Ça suffit pas à faire une révolution, je suis d'accord avec vous. Donc, qu'est-ce que vous proposez d'autre qu'enlever le drapeau européen? Alors, J'ai écrit un livre en fait sur le droit de résistance à l'oppression et je suis un activiste au-delà de mes convictions politiques qui sont personnelles. vous vous placez de quel côté Je te l'ai dit, je suis décroissant politiquement, ça c'est mon problème, gauche, ça regarde pas les gens. Bon, je vais vous expliquer pourquoi en fait ils cherchent à rentrer là-dedans. Non. Je vous parlais qu'il y avait des amalgames qui étaient faits sur la question de souveraineté nationale parce que médiatiquement la seule chose que l'on voit c'est le Front National pour partie de la sortie des traités. En vérité ils ne parlent pas de la sortie des traités, ils sont très ambigus, notamment de la sortie de l'euro. Là aussi ils sont ambigus. Mais comme on ne voit que ça médiatiquement, il y a une vague de diffamation, notamment sur Internet, sur des personnalités comme Étienne Chouard, que peut-être certains d'entre vous connaissent, comme Pierre Rabhi aussi d'ailleurs, qui a été diffamé. J'ai été diffamé, d'autres personnalités ont été diffamées. Et sur le fait que comme je défends le principe de sortir des traités européens pour restaurer notre indépendance nationale et notre souveraineté, on veut m'associer à l'extrême droite, ce qui n'est pas vrai. Maintenant, non mais je sais très bien où tu veux m'emmener, donc des gens comme toi visiblement. Bon, Comme moi, quoi? c'est là où tu veux en arriver. Donc les décrocheurs, pour répondre à ce monsieur, c'est une association qui en fait part sur un point de vue symbolique, qui est de dire si nous décrochons les drapeaux européens qui sont illégaux sur le territoire français, non seulement parce qu'on ne les a pas reconnus dans notre constitution, mais on ne les a pas reconnus aussi dans les traités que nous avons ratifiés. Lisez l'article 42 des articles annexés au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, c'est le vrai nom du traité Lisbonne, il s'appelle le traité sur le fonctionnement. Mais oui, il y a des gens qui s'intéressent au droit. Je m'intéresse au droit, je suis désolé, je ne suis pas de la politique. Donc, à partir de ces points de vue de droit, en fait, le drapeau européen est totalement illégal sur le territoire français. Et l'autre exemple en Europe, d'ailleurs, c'est le Royaume-Uni qui n'a pas ratifié aussi cette question-là. Donc nous sommes tout à fait légitimes pour refuser ce drapeau. Et nous, notre truc, c'est de dire, nous décrochons symboliquement ces drapeaux européens pour avoir des procédures au pénal ou au tribunal administratif pour évoquer la question sous l'angle de la résistance à l'oppression, de l'état de nécessité et le symbole, évidemment. Bon.
ça, c'est une considération en fait que je base sur le droit dans mes travaux d'activiste. Et mes considérations politiques personnelles, quelles qu'elles puissent être, j'ai dit que j'étais décroissant et que j'étais plutôt éco-socialiste, ça me regarde. Voilà. Non, ça c'est pas de la politique, ça c'est autre chose. Ce que j'essaie d'expliquer, c'est que nous avons tous des considérations politiques personnelles. Alors certains vont être plutôt conservateurs, voire carrément réactionnaires, d'autres vont être beaucoup plus libertaires dans leurs opinions. Et puis sur les considérations économiques, on va aussi avoir des tas de différences de point de vue. Je considère que nos différences de point de vue en politique ne doivent pas être le marqueur de notre unité. C'est pour ça que j'ai répondu au monsieur pour qu'il sache, et je sais que de toute façon on continuera de me diffamer, voilà, maintenant tu me crois pas, mais simplement c'est pas sur de la politique qu'on doit se battre, c'est sur du droit, vraiment, c'est sur du droit parce qu'il n'y a que ça qui fait consensus. Le droit il est pareil pour tous, nous sommes tous des justiciables. Donc, quand on veut se battre, c'est ce que j'essaie d'expliquer, c'est qu'on peut avoir des actions symboliques de désobéissance civile, comme par exemple décrocher des drapeaux européens. On peut aussi franciser la monnaie. Alors, si je parle de dénoncer les traités, quelque part, c'est pas innocent. Tant qu'on est sous la supervision des traités européens, nous ne pouvons pas reprendre le contrôle des mouvements de capitaux, ce qui permet les délocalisations d'usines autant que les évasions fiscales. Quand nos députés, le président nous disent qu'il faut lutter contre l'évasion fiscale. Ah oui, mais je t'explique, moi je peux parler des traités. C'est la parole, bien sûr. Quand nous sommes dans ces traités-là, et je pourrais citer des tas d'articles de traités, je les connais bien, nous n'avons pas de souveraineté, nous n'avons pas notre droit à l'autodétermination. Dans le droit international, ça s'appelle la liberté des peuples à disposer d'eux-mêmes. C'est l'article 1 du pacte international relatif aux droits civils et politiques de l'ONU. Donc à un moment, il faut rétablir les choses. Ce n'est pas du fascisme, du nationalisme ou du chauvinisme que de dire on rétablit la souveraineté nationale en sortant de certains traités qui nous pourrissent ou en sortant d'une monnaie. C'est simplement restaurer notre indépendance pour pouvoir établir la démocratie. Maintenant, je te rends le micro. Enfin, moi, j'ai pas envie de rentrer, de citer des articles et tout ça. Moi, le code pénal, je le connais pas par cœur, comme vous faites semblant de le... Enfin, en tout cas, vous prétendez de le savoir. Vous citez des articles, vous voulez des... attends, je lui parle à lui, ok? Maintenant, vous êtes... bon, vous avez dit que on vous situe à l'extrême droite, c'est bien ça que j'ai entendu, hein? Certains, d'accord. Vous avez dit que même des gens comme moi le faisaient. J'ai jamais insinué ça, moi. C'est vous. Je vous attaque pas. Vous avez un micro, vous arrivez ici, c'est une place libre. J'ai droit à un temps de parole pour vous répondre. Ou alors on vous laisse faire votre discours. Ouais, mais justement. Un micro là. Vas-y, parle. Bon, moi, ce que je crois, c'est qu'en fait, vous êtes réellement d'extrême droite. C'est parti. C'est parti. Il n'y a pas d'ambiguïté. Et je pense qu'il y a Quel propos d'extrême droite? Petite question à te poser. Tu parles de personnes qui te mettent du côté du Front National ou des trucs comme ça. Non, mais là, ça y est, on parle de la personne, on parle plus du message. Tu connais ce mec à Si je peux, par exemple, il y a un article que tu as mis sur Facebook, parce que Facebook est public, donc j'ai pu le lire, j'ai pas ça à la revue. Quand tu classes des personnes dans la catégorie d'antifa. Pourquoi nous, et je parle là, je ne vais même pas dire nous, je vais dire moi. Moi, je te prends pour quelqu'un du FNL et voir encore plus loin. Pourquoi moi, j'aurais pas le droit de le dire si toi-même, tu classes des personnes dans des catégories, par exemple, comme celle d'antifa. Tu sors du débat, le débat c'est pas ça, on parle de constitution. Non, ne sors pas du débat. Hein, on a un temps de parole et c'est pas vous qui mettez le sujet. On a un temps de parole, on prend. Jérémy, recule un peu pour voir le cercle. On parle de démocratie, on parle pas, on parle de droit. Allez, je pense tout savoir de vous. Allô? Bonjour, alors moi c'est très bien de revenir sur le droit, pourquoi pas à la limite, moi je ne vais pas venir vous dire quoi que ce soit sur anti-femme ou pas, je sais pas qui vous êtes, ça m'intéresse pas. Par contre, il y a une question qui me pose, qui m'interpelle là. Vous prenez comme ça le code pénal avec le symbole quand même du bonnet phrygien.
votre discours qui revient sur les traités, effectivement, on n'a pas ratifié le traité de Lisbonne, etc. machin, d'accord, mais qu'est-ce que vous voulez? Enfin, moi j'ai l'impression quand même depuis tout à l'heure, vous noyez un peu les choses à travers des articles et des références au droit et au traité, effectivement, vous parlez quand même de rétablir des tribunaux populaires. Enfin voilà, pour moi, c'est juste de comprendre au niveau politique, vous dites que ça vous regarde et que ça ne vous regarde pas, quand même un petit peu. Parce que ce que vous soutenez là, il a un arrière-plan idéologique, forcément, vous vous inscrivez quelque part dans un arrière-plan politique. Et on a le droit nos auditeurs, on vous écoute, on a le droit de savoir où est-ce que vous vous positionnez. Il me semble que c'est légitime, sans avoir à diffamer ou quoi que ce soit. Voilà. Ça permet de répondre à la deuxième question en même temps. Bon. Je suis un activiste et en tant qu'activiste, pour moi le premier devoir d'un activiste c'est de ne pas prétendre à un quelconque mandat. Donc je ne fais pas de politique. Si je faisais de la politique, à ce moment-là j'exposerais... Politique, monsieur. Bien sûr, mais je fais de la politique au sens du droit. C'est ma façon de faire. Dans le sens où le droit, c'est de la politique qui a déjà été votée. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans la perspective, la politique, c'est ce qu'on va voter plus tard, c'est ce qu'on défend. Quand le droit a été voté, on n'est plus tout à fait dans la politique, on est dans le droit. C'est une distinction. Quand je dis que je ne fais pas de politique, c'est parce que je suis engagé dans ce combat depuis 5 années, avec l'espoir qu'effectivement on puisse restaurer notre indépendance et puis avoir une transition qui permette d'ouvrir tous les champs, que ce soit sur les questions de démocratie ou même d'économie, de social, il y a tout un tas de questions de géopolitique aussi, parce que je pense que la France se déshonore en allant bombarder des peuples qui nous ont rien fait. Maintenant, il y a des gens qui veulent absolument associer les questions de souveraineté, et c'est forcément, les questions de souveraineté ont un lien avec la démocratie. Pour faire peuple et pour avoir une autorité sur soi en tant que peuple, il faut disposer d'un territoire politique. Les Palestiniens et les Kurdes revendiquent un territoire, ils aimeraient bien en avoir un pour avoir leur souveraineté. Nous sommes en train d'abandonner... La France à la Palestine et aux Kurdes, mon ami. Bien sûr, mais le nous contexte est archi différent, c'est des mecs qui se font tirer dessus. Tu te fais tirer dessus par qui, toi? Moi, je me fais pas tirer dessus. Le problème ici, c'est une violence psychologique et morale. Elle n'est pas physique. Elle est absolument pas physique. Mais peu importe, elle est morale et psychologique, frérot. Donc si on se fait pas tirer dessus, bah ouais, justement, on est là, on se bat sur des luttes qui existent depuis déjà 35 ans. On se bat sur la dalle, on se bat sur les gens qui se battent pour les migrants, on se bat sur l'éducation, on se bat sur énormément de choses. Non, je prends pas le micro, ma voix elle porte, t'inquiète pas, tout le monde m'entend. On se bat sur des choses qui existent depuis déjà 35, 40 ans pour certaines luttes. D'accord? On n'est pas arrivé là de nulle part. Non, s'il te plaît, ne me filme pas, je te remercie. On est là, on part pas de nulle part. D'accord? La nuit debout n'arrive pas comme ça. On est là, on débarque, on connaît rien et moi je propose mes idées. Non, l'ego n'existe pas sur cette place de la République. D'accord? Donc ton état de souveraineté que toi tu désirais, avec les tribunaux populaires, etc., ça peut pas marcher aujourd'hui. Ça peut pas marcher. Parce que t'en as, que tu le veuilles ou non, je te prends un exemple tout con. T'en as qui sont pour la peine de mort. Qu'est-ce que tu fais de ces gens-là? Qu'est-ce que tu fais? Tu leur donnes la parole? Tu leur autorises à eux d'aller? En tant que mec d'extrême droite, déjà je suis hostile à la peine de mort. Donc non mais voilà, déjà on n'a pas précisé c'était quoi les valeurs d'extrême droite et d'extrême gauche. Voilà, non mais je vais pas même y revenir un moment parce qu'à un moment il faut savoir de quoi on parle. Et moi ça me gonfle personnellement d'être à chaque fois sali. Donc pour moi ce qui distingue l'extrême droite et l'extrême gauche, ce sont des valeurs conservatrices ou libertaires. Tout à l'heure, on a parlé des tribunaux populaires et des gens sont sceptiques, ce que je peux comprendre. Mais en fait, il faut bien comprendre que l'on ne parle pas des tribunaux. Je suis un pacifiste, hein. Donc pour moi, tout doit se faire pacifiquement. Même la gestion des policiers, quand on doit se mobiliser, on doit éviter la confrontation. Et quand on veut informer les Français et leur redonner un petit peu d'espoir sur le fait que déjà, il y a du droit qui est là pour les protéger, le fait de monter des assemblées populaires pour faire des procès publics, ce sont juste des procès publics, ils n'ont pas de valeur légale, encore une fois. Ils ont juste une valeur pédagogique. Quand on a un avocat de la défense et un procureur qui viennent là simplement pour porter une accusation avec une contradiction, qu'on a un magistrat qui est là simplement pour donner son avis, honnêtement, hein, on part sur du droit. Si le magistrat n'est pas d'accord avec l'argumentation du procureur de la République qui est sur le moment, le président ne pourra pas être entaché d'un crime qu'il n'a pas commis. Simplement, si on fait de la pédagogie populaire avec les tribunaux populaires sur les places publiques, dans des salles municipales, on rétablit simplement un petit peu de droit dans la tête des Français et ça permet de comprendre ce qui distingue justement la politique du crime. C'est tout ce que j'essaie de dire. Maintenant, par rapport à ce que tu me disais sur les...
Je vais te reprendre je vais te redonner le micro. Je voudrais juste terminer un truc. Les antifas m'ont sali à travers différentes publications de leur site de référence. Voilà, on a la Horde, on a je sais plus quels sites qui sont les sites d'antifa de référence. Ils s'autoproclament antifa. Pour moi, un antifasciste, c'est déjà quelqu'un qui est favorable à la liberté d'expression. Quand on est en train d'expulser des gens, quoi qu'ils puissent dire, au motif qu'on n'est pas d'accord avec eux politiquement, c'est exactement ce qu'ont fait Mussolini, Hitler et tant d'autres. C'est du fascisme. Donc pour moi, le point de départ de l'antifascisme, c'est respecter la liberté d'expression, la liberté de réunion et de façon générale les droits de l'homme. Je suis désolé, les gens qui se réclament de l'antifascisme la plupart du temps, peut-être qu'ils vous salissent parce que vous pensez être beaucoup plus honnête dans votre conception de l'antifascisme. En tout cas, il y a un certain nombre de casseurs et de gens réellement violents, pour le coup, et avec des comportements réellement fascistes, qui se proclament antifascistes. Donc c'est facile de dire à quelqu'un qu'il est d'extrême droite et soi-même de se dire qu'on est antifasciste et à partir de là, d'éteindre tout débat, de ne pas chercher à savoir pourquoi on dit ça. C'est facile de s'autoproclamer ou d'accuser quelqu'un. Maintenant, il faut le justifier. Or, dans les sites de propagande antifa, on ne fait que des associations en disant Étienne Chouard a discuté avec un tel qui connaît un tel, donc Étienne Chouard pense comme un tel. C'est complètement con. Allez-y, partagez le live. Son indépendance d'esprit n'est pas respectée. Donc les antifas font la même chose avec moi et je vois pas pourquoi, lorsqu'ils exposent mon nom publiquement en plus de façon anonyme, c'est toujours des corbeaux anonymes qui me salissent. Ils veulent pas être au moins assumer leur identité. Je vois pas pourquoi quand moi je me fais agresser, que je retrouve l'identité de quelques autoproclamés antifa, je ne vais pas révéler cette identité, c'est de bonne guerre. C'est de bonne guerre. Tu peux dire toi-même, si tu veux des personnes en fait qui... Si tu veux des personnes en fait qui comme tu dis, te salissent et que tu veux leur nom, moi je te le donne, il n'y a pas de souci, d'accord. Juste pour te dire, tu dis que des personnes te salissent. Si tu veux que je te sorte juste la première phrase de ton article de Facebook où ce gorille d'antifa, et tu parles que des gens te salissent alors que tu le fais toi-même. Il y a un moment, regarde-toi dans les yeux, regarde-toi dans un miroir, d'accord, avant de parler des autres. Regarde-toi dans un miroir. Maintenant, si tu veux, là je te donne tout de suite mon nom, mon prénom, d'accord. Parce que moi, si tu veux que je te salisse, je vais le faire. Pour moi, il n'y a pas de souci. Je te laisse. Donc, j'aimerais bien prendre juste la parole pour... déjà, là, c'est un peu cours de récré, c'est qui a commencé, qui parle de gorille quand il se fait expulser. Bon, peut-être c'était référence au vigile, hein. On utilise ce terme peut-être pas très... non, mais je sais pas. Bon, apparemment, le jeune homme a été expulsé, donc il n'a pas été expulsé par le vent. Ouais, exactement, ouais. Bon, bref, moi, ce qui m'intéressait, c'était plutôt le discours qu'il tenait, hein. Bon, les tribunaux populaires, j'ai vu que ça a fait tiquer, hein, clairement. Bon, l'idée, je parle, on est sur une place assez intéressante, dans le sens où il y a des gens qui sont un peu forts de proposition. Bon, là, ce qui est intéressant dans ce qu'il a dit, je trouvais, c'est d'aller chercher dans le code pénal. Bon, c'est vrai que ça reste le droit, normalement, c'est quand même quelque chose qui gère un peu nos vies. Alors, nul n'est censé ignorer la loi, mais personne ne peut la connaître intégralement, c'est un des problèmes. Bon, il soulève qu'il y a quelques articles qui permettraient de destituer François Hollande en tant que président de la République française. Je pense qu'il n'y a pas grand monde sur cette place qui est satisfait de l'activité de notre président de la République. Ça, je trouve ça un peu intéressant. Après, il parlait de la nécessité, et c'est là où je voulais intervenir au départ, avant qu'il y ait les bisbilles. Dans ce cas-là, pour pouvoir faire une espèce de phase de transition entre le système actuel et un autre, il faut passer par une forme de représentation transitoire, une forme de leader temporaire, on va dire, des insurgés. Et je trouve ça assez intéressant, dans le sens où là, on a la possibilité, j'étais dans une commission de démocratie locale, d'essayer de faire une espèce de laboratoire, on va dire, de la représentation nouvelle formule, c'est-à-dire c'est un débat ouvert, c'est-à-dire qu'on donne un représentant, c'est pas pour qu'il fasse ce qu'il veut comme il veut une fois qu'il est représentant. Donc moi je m'intéresserais plutôt à ce genre de thématique pour essayer de voir comment les ambitions qui paraissent un peu démesurées de l'orateur qui consiste à renverser le gouvernement, mais comment il peut quand même inspirer d'autres personnes qui cherchent à savoir juste comment aujourd'hui, sur cette place, on peut prendre des décisions collectives. Et c'est vrai qu'à un moment, si tu veux un interlocuteur avec n'importe quelle institution, c'est bien d'avoir un représentant. Donc moi, mon intervention, c'était là-dessus, c'était justement le mandat impératif, qui est une idée qui est complètement refusée par l'oligarchie actuelle, hein, c'est-à-dire le mandat impératif, c'est vous avez un mandat, vous devez le respecter, si vous ne respectez pas, vous êtes viré. Okay, donc à l'heure actuelle, on en est loin. Et c'est vrai que ce genre de mandat impératif sur les leaders locaux au niveau de la République pourrait être intéressant. Et ça pourrait même être, je sais pas, moi je trouverais que ça pourrait être intéressant même pour un rapporteur de groupe de travail, par exemple. Donc en fait, je voulais savoir ce que Sylvain pensait, lui, du fait plutôt que de passer directement à on renverse le gouvernement et on fait une phase de transition, à comment faire un petit laboratoire au niveau local qui puisse fonctionner,
pour ensuite s'en inspirer comme réelle alternative au système représentationnel actuel. Voilà, et oui, et juste, franchement, si on commence à demander à tout le monde ici, quand il s'exprime, pour qui il a voté, ce qu'il pense, qu'est-ce qu'il a fait comme... c'est un peu bizarre, quoi. Dans ce cas-là, il faudrait le faire pour tout le monde, à la limite, et que chaque personne commence par dire pour qui il a voté depuis qu'il est électeur, ou je ne sais quoi, enfin... Voilà, là, on est essayé de là pour confronter des idées et essayer de trouver, si possible, un radical commun, sachant qu'il n'y a jamais deux personnes qui vont être d'accord sur tout. C'est pas possible. Merci. Je voulais revenir sur le que tu as exprimé concernant le droit et l'aspect politique de la chose. Désolé, je pense que c'est vrai qu'il y a une certaine autonomie pour chaque discipline, l'économie, droit, la sociologie, y compris dans le domaine de la politique. Mais néanmoins, puisqu'on parle des sujets de la République et dans le domaine de la démocratie, forcément ton projet, c'est un projet politique. Quand tu dis il faut enlever le drapeau européen, il y a effectivement de mauvaises interprétations ou le non-respect de la loi. Tu parles d'une certaine manière de la souveraineté, etc., etc. Cher ami, ce sont des sujets de nature complètement politique. Pourquoi d'effacer ou bien ne pas évoquer directement le projet politique en disant qu'effectivement nous travaillons pour un autre type de projet qui est effectivement aller vers une souveraineté nationale, finir avec l'Europe, finir avec le drapeau européen et revenir au drapeau national. Et que par conséquent, je pense que ce qui est important, et enlève de l'ambiguïté, il faut que tout ça encore plus clair. C'est bien un travail d'expertise et du point de vue juridique, mais quand même, ça tout le monde sait ici, qu'on n'est pas devant les juristes, devant les avocats, on n'est pas dans le tribunal, on est dans un forum de démocratie. Et que même si effectivement cette dimension est tout à fait présente, et il ne faut pas oublier, mais néanmoins, il faut en tirer des conclusions. Qu'est-ce que tu en tires comme conclusion? Est-ce que tu veux un autre type de pouvoir? Est-ce que tu veux changer le pouvoir? Est-ce que tu veux créer une autre constitution face à la constitution européenne? Et dans ce cas-là, tu tombes directement dans le domaine de la politique. Alors pour m'acharner à dire que ça n'est toujours pas de la politique, mais une histoire démocratique. Parce que la politique, c'est par exemple des lois sociales ou des lois sociétales ou des lois pénales qui vont nous assujettir. Tandis que lorsqu'on parle de démocratie, et du premier pilier de la démocratie qui est l'indépendance des nations, une nation qui n'est pas indépendante sur son territoire n'est pas souveraine pour établir ses propres normes, là on parle de démocratie. Quand on dit on sort des traités européens, on n'est pas en train de dire on a un projet politique derrière avec, en tant que décroissant, je dirais on va en profiter pour faire sauter une partie des supermarchés et puis on va faire des choses différentes et annexes qui sont relatives à la décroissance. Mais ici je vais trouver des communistes, je vais trouver des socialistes, je vais trouver des keynésiens, je vais trouver des libéraux. Donc si je commence à exposer mes points de vue politiques sur ce qu'on pourrait faire une fois débarrassé des traités qui nous empêchent de faire ce qu'on veut, parce qu'il faut bien voir que les traités c'est une somme d'interdictions de faire ce que l'on veut. Quand je parlais tout à l'heure de l'article 63 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, il nous interdit de réguler les mouvements de capitaux. Si je parle des articles 28 à 32 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ils nous interdisent de poser des régulations douanières ou réglementaires à nos frontières sur les marchandises entrantes et sortantes. En clair, le libre-échange. Quand je parle de l'article 123 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ils nous interdisent de battre monnaie librement, c'est-à-dire emprunter à la Banque de France à taux zéro. On est obligé de prêter à des banquiers qui vont nous prêter à des taux d'intérêt élevés. Et d'ailleurs, la fameuse histoire de la dette française, c'est 2000 milliards de dettes, dont 1500 milliards de charges d'intérêt à payer à des banquiers à cause de cet article de traité européen. Donc, on pourrait citer encore tout un tas d'articles de traité. Je suis un bon juriste amateur. Je les ai vraiment bien étudiés, ces questions-là. Mais quand je dis qu'on sort des traités simplement, qu'on parle de constituante et qu'on destitue le chef de l'État, je ne parle que de démocratie. Un projet politique, c'est beaucoup plus complet. C'est établir des normes nouvelles. C'est dire qu'est-ce qu'on fera après. Là, je me contente de dire, les champs sont ouverts, on peut faire ce qu'on veut. Mais je ne suis pas politicien. Je ne sais pas qui peut réagir. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Allez-y justement. Pardonnez-moi, chers amis. Écoute, tu parles de la décroissance. La décroissance, ce n'est pas un truc qui est lancé comme ça. La décroissance, ça correspond à un modèle économique, à un modèle sociétal, à un modèle culturel, à un modèle éducatif.
Donc tu ne peux pas évoquer, moi je suis pour la décroissance et je ne fais pas de politique. Tu es dans la contradiction même. En fait, tu dois être encore plus clair, cher ami. Tu parles de la décroissance, tu parles du drapeau européen, non au drapeau européen, et tu vas aller vers un autre chemin. Pourquoi il faut avoir peur de la politique? Si tu rejettes les politiques existantes, propose une autre politique qui, selon toi, sera une politique plus, disons, éventuellement intéressante, etc. Mais il ne faut pas gommer, car la politique, au sens grec du terme, c'est quoi? C'est l'art dans la gouvernance de la cité. On est bien d'accord? Et donc, en fait, comment tu veux gouverner la cité, comment tu vas animer la gouvernance de la cité? Tu dis non au drapeau européen, c'est un élément. Tu dis oui à la décroissance, c'est un autre élément. Donc tu es en train de nous proposer des mécanismes dans l'animation de la cité, et donc il faut rester cohérent jusqu'au bout. Justement non, parce que si justement je voulais imposer, en plus de sortir des traités européens pour récupérer la souveraineté, donc la possibilité pour tout à chacun d'établir nos propres normes. Je parle de démocratie directe en plus. Donc, à mon sens, la démocratie directe, dans mes vues constitutionnelles personnelles, c'est chacun, dans des assemblées municipales qui sont subdivisées en comités de quartier, dans chaque ville, peuvent proposer des lois à portée nationale et voter celles que les autres citoyens peuvent proposer. On se passe des textes entre nous et puis voilà, c'est indépendant des assemblées parlementaires ou du gouvernement. Et ça, c'est que de la démocratie. Quand je parle de décroissance, je sais très bien que l'ami communiste ou l'ami libéral ou l'ami keynésien, lui, peut ne pas être d'accord avec moi. Donc si je commence à établir mes propres vues politiques, personnelles, sur la décroissance, en plus de mes vues sur la démocratie, qui se réunissent en 3 points, destitution du chef de l'État, en fait, pour faire tomber toute l'oligarchie qui est derrière, c'est simplement le premier domino, sortie des traités uniquement pour récupérer notre souveraineté, et la constituante pour pouvoir avoir notre garde-fou pour plus tard. Et ces trois finalités, en aucune façon, elles n'établissent un projet politique particulier. Moi, mon travail, c'est comme ça que je conçois, c'est de ne surtout pas parler de politique, parce que si je parle de politique dans le sens où je propose mes idéaux personnels là-dessus, alors ça veut dire que tous les gens qui pourraient être intéressés à l'idée de destituer le chef de l'État, de sortir des traités européens ou d'établir la démocratie à travers une nouvelle constitution, pourraient se dire « mais non, moi je suis pas d'accord avec les vues politiques, donc même si je suis d'accord avec le reste qui est finalement l'intérêt commun à tous, eh ben comme tu es décroissant, moi je veux pas te suivre. » Donc je préfère encore me dire « je ne me contente du triptyque qui permet au peuple de récupérer le pouvoir concrètement, son pouvoir politique, mais pas de dire ce qu'on fait après. » Ça, c'est quelque chose qui est plus vaste, dans lequel je veux bien participer à l'égal de tous et discuter de nos vues pour établir un mandat à un moment qui soit collectif. Mais s'agissant de la résistance à l'oppression, non, il faut rester sur un terrain qui soit... Ça a à voir avec la démocratie. Je ne sais pas comment l'expliquer parce que en plus, je suis un peu fatigué aujourd'hui. Et je ne sais pas comment faire comprendre qu'il y a des choses qui ont plus à voir avec la philosophie de la démocratie qu'avec la philosophie de la politique. Je ne sais pas si quelqu'un veut réagir. Non, mais c'est une considération. Moi, je trouve ça dommage là, qu'on se perde. Enfin, là, en gros, savoir ce que c'est la politique ou pas. Le problème de ces mots un peu vagues, chacun a sa définition, en gros, hein, de ces mots un petit peu vagues. Là, je sais pas, moi, ce que j'aurais envie de soulever comme l'intérêt, plutôt que de savoir ce qu'il a vraiment derrière la tête, etc., c'est plutôt juste l'intérêt d'avoir une démarche qui vise à éventuellement obtenir la destitution d'un président qui, pour un certain nombre de faits, on peut estimer a trahi le peuple français et a trahi son... À la limite, je trouve juste qu'on se concentre là-dessus et dans quelle mesure est-ce que ça peut être un moyen efficace à court terme. C'est tout, quoi. Et après, effectivement, il y a ce grand débat aussi de savoir comment organiser la décision collective. Pour l'instant, on voit bien qu'en tout cas, le système qui nous est proposé n'est pas efficace puisque la majorité des gens ne se sentent pas du tout représentés par le système. Il cherche une autre majorité, lui. Bah ça, je sais pas ce qu'il y a. En tout cas, moi, je trouve ça intéressant, c'est-à-dire le petit discours un peu légaliste. C'est notre alternative, n'est-ce pas? Et pardon, lui également, il propose une autre alternative quand même. C'est-à-dire, il est mécontent de ce qui existe et il propose un modèle économique qui est justement de la décroissance. Quand vous parlez de la décroissance, c'est-à-dire il faut revoir la totalité de l'industrie.
la totalité des mouvements concernant des capitaux au niveau international. Il faut revoir la question effectivement du management dans les organisations. Il faut revoir la question des conditions de travail pour les salariés. Tous ces éléments-là, c'est au cœur de la problématique. Et comment parler de tous ces phénomènes-là et en même temps dire je fais pas de politique? C'est pas vrai ça. On est dans la démagogie. La politique, elle est partout. Et la politique, c'est pas au sens étroit du terme. Quand on parle de la politique, c'est pas selon le président de la République. Nous faisons de la politique ici. C'est-à-dire la politique en haut et la politique en bas. Et si effectivement on est dans le domaine de la politique, eh bien pourquoi avoir honte? Et vous êtes en train de dire que oui, sur le passé, on peut discuter et cela ne provoque pas les sensibilités des individus. Peut-être. Si vous allez faire le bilan de ce modèle capitaliste que nous avons ici en France, vous allez voir des divergences énormes. Le communiste, il va proposer une analyse, les écologistes une autre, et les libéraux, etc. Et une société n'est pas seulement à construire sur ce qui s'est passé jusqu'à maintenant. Certes, il faut avoir une certaine réflexion, mais surtout, il faut avoir une idée projet vers où il faut avancer. Bien sûr, c'est très difficile. Bien évidemment que les gens n'acceptent pas facilement. Mais néanmoins, si vous n'avez pas cette orientation, on est dans le désordre, on est dans le chaos. Il faut qu'il y ait un projet qui fédère, qui entraîne les énergies des individus. Et pour cela, effectivement, inévitablement, nous devrions avoir également une idée projet. Sinon, c'est très bien, oui, vous avez dit quelques critiques, eh bien, j'en suis sûr et certain. On est combien? On est une cinquantaine, etc. Vous faites l'enquête pour voir combien d'entre eux, effectivement, ils sont d'accord avec vous pour suivre sur des questions uniquement l'aspect juridique et la critique, une certaine critique du passé. C'est pas possible. Si vous dites que moi, je vous propose, voilà le passé, mais on va faire de telle ou telle manière, peut-être que dans ce cas-là, vous avez plus de chances d'avoir une certaine mobilisation. Merci. Alors, ce qui a à répondre à ça, c'est que si, par exemple, je complétais mon point de vue sur le droit de résistance à l'oppression dans ces différents aspects que j'ai évoqués tout à l'heure, avec un projet politique personnel, qui pourrait effectivement fédérer, par exemple, beaucoup de décroissants, beaucoup de gens qui sont sensibles sur les questions d'écologie et puis en même temps de souveraineté. Ça signifierait que, encore une fois, l'ami communiste, le libéral, le keynésien, le je sais pas quoi, qui est dans d'autres points de vue politiques personnels, ne va pas forcément me suivre. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de me dire si on établit la démocratie, on se contente de ça pour commencer. L'assurance que j'ai, c'est que si par exemple, moi qui suis décroissant, je propose une loi qui est relative à la décroissance, et que la majorité des Français sont hostiles à la proposition de loi que je formule, et bien quelque part, même si ça me fera chier personnellement, je me dis que on a au moins une démocratie réelle, puisque c'est ce qu'on a réussi à établir, et la majorité des Français, collectivement, ont décidé que cette loi que je proposais n'était pas la bonne. Et dans ce cas-là, ça prend toute sa pertinence quand je dis que je ne veux pas défendre de position politique particulière, parce que je sais que naturellement, c'est ce qui nous divise. Fort logiquement, il y a beaucoup de choses qui peuvent nous fédérer du point de vue politique, mais il y a des choses aussi qui peuvent nous diviser. Or, moi, mon truc, c'est pas de diviser quand on prétend instaurer la démocratie, parce que quand on a la démocratie, être divisé, c'est plus tellement un problème. Je veux dire, on peut se chamailler autant qu'on veut en démocratie, on a l'avantage de pouvoir voter nous-mêmes nos propres lois et de les décider. Donc, à ce moment-là, c'est la majorité qui décide de ce qui pourra faire un nouveau projet de société, mais l'un dans l'autre, nos chamailleries politiques ne sont plus très graves. Là, le problème, c'est que nos chamailleries politiques nous tétanisent. Elles nous empêchent de faire corps et d'être unitaires. On prend simplement le clivage gauche-droite qui est le plus connu, qui est le plus manichéen, c'est le plus débile, mais c'est avec ça que l'on joue sur nos divisions. Et quand on voit comment on atomise encore plus la population, alors que ce soit par des repères identitaires, communautaires, religieux, enfin ils aiment bien la diviser de toutes les façons possibles, pour moi c'est un danger. C'est pas un danger de parler politique ou d'établir un programme commun, mais c'est un danger en revanche de lier la question d'un mandat politique et d'un programme politique à la question de la restauration de la démocratie, ou du moins de son instauration. Je pense qu'il faut réellement distinguer les choses. Sinon, il faut se dire qu'on sera tout le temps divisé, qu'on n'arrivera pas à marcher ensemble. C'est ça le problème que je pose. C'est pour ça que je veux vraiment pas que mes propres idées personnelles s'imposent à tous. D'autres personnes, je voulais dire un dernier mot. Pardon, excuse-moi. Si vous voulez parler, n'hésitez pas, je vous prie. Moi, je suis enseignant. Mon domaine,
c'est un domaine là où il y a beaucoup de divergences. Quand nous avons, en tant que profs, des points de vue sur la question effectivement de l'enseignement supérieur ou la démarche pédagogique, il n'y a que des divergences, il n'y a que des différences. Donc cette divergence existe dans tous les domaines, dans tous les domaines. Je ne parle pas des carriéristes dans le domaine de la politique. Ça ne m'intéresse pas effectivement l'hypocrisie d'un certain nombre ou femmes politiques dans ce pays ou ailleurs. Mais néanmoins, cher monsieur, sans tomber dans le populisme c'est quoi? En disant que oui, il faut se mobiliser, derrière moi, vite, on va vers un avenir radieux, mais sans donner des indications précises en quelque sorte. C'est-à-dire quand tu gommes effectivement nos différences, ce n'est pas bon pour la démocratie. La démocratie, c'est dans la transparence. C'est un dialogue contradictoire. Et que par conséquent, le dialogue contradictoire, c'est à la fois sur l'aspect économique, sociologique, la religion, la laïcité et l'économie internationale, la Constitution européenne, le drapeau et également l'aspect juridique, etc., etc. Vous pensez que vous avez le monopole dans l'interprétation de votre système juridique? Ça, vous le savez très bien que ce n'est pas vrai, ça. Ok? Et que par conséquent, il ne faut pas évacuer l'élément de contradiction. Il faut évoquer ouvertement l'éducation des individus passe justement par un débat contradictoire. Une société morte, un système religieux, stupide et dictatorial qui cherche à mater, à écraser toutes les différences. Eh bien, il faut éviter ça. Et que par conséquent, n'hésitez pas à proposer. Vous inquiétez pas, si les gens ne sont pas d'accord avec vous sur votre projet, ils viendront pas. Ils viendront pas. Vous n'avez pas le pouvoir d'un tyran de toute façon, on est bien d'accord. Et que par conséquent, ne cherchez pas effectivement à vous mettre dans une situation effectivement dramatique. Vous voyez, il y a des politiques qui sont en train de nous diviser, etc. Je ne veux pas vous diviser et que par conséquent, ne me demandez pas le projet politique. Si, on va toujours vous demander. Est-ce que vous, le modèle de société que vous nous proposez, c'est quoi? Vous voulez le modèle de société cubaine, société chinoise, société, je ne sais pas, qui n'est pas martienne, ou disons la vôtre c'est quoi? C'est laquelle? C'est laquelle? Ici, c'est un élément rudimentaire dans notre discussion. Mais quand vous dites qu'il faut aller vers un projet, immédiatement, je vous dis, votre politique dans le domaine de la science, votre politique dans le domaine de l'enseignement, votre politique dans le domaine de l'économie, dans le domaine du rural, etc. Pierre Rabhi, bien évidemment, il est un homme politique aussi, bien évidemment. Et que par conséquent, quand vous lui posez la question, quelle est la société que vous voulez, il donne son avis également. Ce n'est pas un type complètement naïf, bien sûr que non. Et que par conséquent, vous n'avez pas intérêt à gommer. La démocratie, c'est dans la contradiction et la transparence. Mais également, quand il y a la contradiction, ce qui est la condition suivante essentielle, c'est de la tolérance, c'est-à-dire entendre tout ce qu'on est en train de raconter, dire ce qu'on veut dire, mais en même temps permettre à chacun d'exister dans la contradiction. Bon, mon projet personnel, en fait, à la base, ça fait des années que j'attends de voyager en Amérique du Sud. Et en fait, le jour où j'aurai l'assurance que la transition de phase, c'est-à-dire quand on foutra à la porte notre oligarchie, arrivera, mon projet à moi, ça va être me barrer en Amérique du Sud seul. J'ai pas envie, j'ai envie de marcher là-bas, j'ai pas du tout envie de faire de politique. Je suis arrivé à la politique comme n'importe quelle personne qui est un peu curieuse, qui s'intéresse au monde et qui cherche à comprendre. Et c'est d'ailleurs en m'intéressant à la politique que je me suis intéressé à la démocratie plus tard. Je ne comprenais pas pourquoi on avait un monde qui préconisait le gaspillage, le libre-échange et tout un tas de conneries ultra-capitalistiques quand on savait que les matières premières allaient manquer. Donc c'est ça qui m'a amené à étudier les traités européens, puisque les traités européens ne parlent que d'économie, c'est eux qui décident des normes auxquelles nous sommes assujettis, le libre-échange, les mouvements de capitaux, toutes ces conneries-là. C'est comme ça que je suis arrivé dedans. En m'intéressant aux traités européens, j'ai dû m'intéresser aux questions de souveraineté, de démocratie plus vaste, de façon plus vaste, et à la résistance à l'oppression. Donc, encore une fois, quelqu'un qui a un projet politique complet à soumettre à ses concitoyens, dans lesquels il espère fédérer le plus grand monde, ça peut être par exemple quelqu'un comme M. Mélenchon. Lui, il cherche le pouvoir, il a des idéaux personnels dans lesquels il espère faire rejoindre le maximum de gens, et là, c'est un processus purement politique. Sauf que moi, encore une fois, je ne suis pas un politicien. Peut-être que dans 10 ou 20 ans, j'aurais envie d'y revenir en tant que simple député ou quelque chose comme ça, parce que ça, c'est un kiff, j'avoue, j'aime bien.
Mais là, dans le cadre de ce qui se passe actuellement à Nuit debout, si je veux parler de décroissance, à la rigueur, je vais aller me mettre dans une assemblée qui parle d'économie. Et là, comme n'importe quel citoyen, je vais disserter, faire la contradiction, faire des propositions. Mais je n'aurai rien à proposer de supérieur. Tandis que quand je suis ici à parler de démocratie, je revendique cette fois-ci porter quelque chose d'un peu supérieur, non pas en me positionnant dans un truc de leader, puisque je ne cherche même pas à prendre le pouvoir, ça ne m'intéresse pas, mais plutôt comme quelqu'un qui s'est vraiment spécifiquement intéressé sur le droit de résistance à l'oppression et qui a du coup quelques outils à proposer. Je ne les ai pas tous évoqués ici, j'en ai évoqué que quelques-uns, soit à travers les tribunaux populaires, le décrochage des drapeaux européens, la francisation de la monnaie. J'aurais pu parler aussi du spam de courrier au niveau du président de la République. C'est gratuit d'écrire au président de la République. On peut le faire chier, hein. On peut lui envoyer un semi-remorque de courrier chaque jour, ça sera pareil pour nous. Et ça nous fera bien rigoler, mais lui, ça le fera pareil. Bon, il y a des tas de choses que l'on peut faire pour résister, et ça de façon pacifique. Même avec les autorités, quand elles nous chassent à minuit ou à 5 h du matin, plutôt que de rentrer dans la confrontation, ce qui est inutile, on peut tout à fait, c'est ce que j'expliquais aussi tout à l'heure, changer de spot, on va ailleurs, tout simplement. On dit ok, vous nous dispersez, nous on se tire ailleurs. Bon, c'est... Je te le passe juste après. Simplement, voilà, c'est des questions de démocratie que je distingue de la politique. Ça ne veut pas dire que je ne fais pas de politique, ça veut dire simplement que mes idéaux politiques personnels, ils sont à l'égal de tous les citoyens et j'en discute avec tous les citoyens, mais sans imposer un programme d'ensemble. Bonjour, voilà, je voulais vous demander, en fait, dire qu'il faut sortir de l'Europe, qu'il faut se réapproprier la souveraineté nationale, pourquoi pas, mais concrètement, ça se manifestera comment, à part aller palabrer au coin d'une rue. Enfin, c'est la seule chose que je vous demande. Voilà. C'est pas méprisant ou quoi, mais c'est une question simple. Parce que je pense pas qu'ici on fasse peur à grand monde. C'est ça le... C'est pour ça qu'avant de parler de sortie des traités européens, même de constituante, parce qu'un processus constituant réel qui implique le maximum de citoyens, ça demande d'avoir un ministère de l'Intérieur qui fait passer des circulaires à des préfets, qui eux-mêmes vont passer les circulaires à des maires pour pouvoir ouvrir les salles municipales, pour qu'on puisse travailler un projet constituant qui risque de durer des années. De la même façon, sortir des traités européens, c'est juridiquement possible, ça ne pose pas de problème, techniquement c'est possible, mais ça ne va pas être un processus qui va se faire d'un coup de baguette magique, ça va prendre un petit peu de temps. Il y a des tas de choses à déconstruire, il y a des choses à garder, il faudra des diplomates pour savoir ce qu'on garde, ce qu'on jette. Bon, voilà. C'est un processus long, c'est pour ça qu'en fait le point de départ, c'est d'abord d'avoir l'autorité politique. Si nous ne disposons pas d'une autorité politique représentative d'un mouvement de révolutionnaire, très clairement, nous n'avons aucune chance ni d'établir une constituante à l'échelle de la France, ni même de sortir des traités européens. Pour sortir des traités européens, en fait, il y a trois façons. Donc je vais terminer rapidement par ça. Pour sortir des traités européens juridiquement, en fait, on a trois méthodes. La première sera tout de suite de faire un référendum pour sortir les articles relatifs aux traités européens qu'on a reconnus de notre Constitution. Donc on nettoie notre Constitution. Voilà. Ensuite, nous avons, je crois, non, c'est les accords de Vienne, je crois. Enfin, je suis plus sûr, je préfère pas dire de conneries, mais on a un traité international qui règle les questions de diplomatie et qui dit en gros dans un de ses articles que tout pays a le droit de se retirer unilatéralement d'un traité. Enfin, dans le traité constitutionnel européen qui fait donc partie du traité de Lisbonne, nous avons deux articles qui permettent de comprendre pourquoi il faut en sortir et qu'on ne peut pas modifier cette usine à gaz. Nous avons d'abord l'article 48 qui dit que pour modifier les traités, il faut avoir l'unanimité de tous les parlements nationaux, de tous les gouvernements, de toutes les institutions, ce qui sera impossible à obtenir, d'autant que dans chaque pays, il y a des divisions politiques aussi. Donc, comme on ne peut pas obtenir cette unanimité, on a l'article 50 du traité sur l'Union européenne qui nous dit la procédure pour sortir des traités européens, simplement. Donc, on peut en sortir de toutes les façons juridiques, c'est pas un problème. C'est une question, en fait, d'avoir le pouvoir en sortir. C'est pas une question de dire est-ce que c'est possible ou pas, c'est qui on a pour en sortir. C'est pas Hollande qui va nous en sortir, c'est pas Juppé, je crois pas non plus que Marine Le Pen ou Mélenchon nous en sortira. Ben voilà. Ok, on va arriver à l'âge. C'est une assemblée particulière parce qu'elle va être plus courte que d'habitude. Puisqu'on a un film qui va être projeté derrière. Donc pendant l'assemblée, l'écran va se monter. Donc ça va être demain.
Donc voilà, c'est une journée thématique. On peut pas demander l'autorisation à toutes les personnes. Et je reviens après, je sais pas. Tu vas sur la place jusqu'à... Là pour l'instant, jusqu'à 20h30, je reste sur la place. Ok, bah merci beaucoup. C'est gentil. C'est cool. C'est pas toi, au hasard Je sais qu'il y en a plusieurs périscopes que je suis. Il y a Rémi Brésil et puis un autre, c'est... comment il s'appelle? C'est quoi le tien? Non, moi j'ai couvert juste une manif une fois, et je me fais le retour vers l'imposture, ça... C'est très bien ce que tu fais, c'est super important que des mecs le filment justement ce qui se passe sur la place. Bah d'habitude je filme les manifs, mais là j'étais pas venu depuis longtemps, donc ça donne un peu d'image. Donc voilà, si les gens veulent venir... Ah oui, ils te demandent qu'est-ce qui s'est passé pour BFM TV? On n'était que 20. Oui, j'ai oublié de préciser que j'appelle le maximum de gens à venir du coup samedi prochain à 14h devant BFM, on fera un cortège devant les médias. Ok, ça marche. Il y a Sam Smith hier qui dit que t'es là. Et ben voilà, je suis là. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup. Bon courage. Tu vois, ça a marché votre idée. Alors ils t'ont laissé un petit mot apparemment. Ouais. Tu l'as lu? Non, apparemment c'est juste le nom et le prénom. Le nom et le téléphone. D'accord, bon, bah, j'y téléphonerai et puis j'essaierai de discuter avec lui. C'est une bonne fois pour tout. Alors, qu'est-ce que tu as à dire sur ce qui vient de se passer là pendant l'heure? Comme exemple, Je t'en prie. le mot révolution fait peur. Qu'est-ce que tu as à dire sur ce qui vient de se passer du coup là? Ça s'est bien passé, on a quelques Antifa qui sont venus. On a deux personnes visiblement qui se revendiquent de la mouvance Antifa qui sont venus un petit peu m'attaquer un petit peu, mais finalement ça va, ils sont restés cool. Et je pense que voilà, vu qu'il y a eu quelques personnes qui ont écouté, qui ont participé au débat, ça intéresse. Je pense que ça intéresse à minimum. Oui, c'est sûr. Est-ce que c'est pas parce qu'il y avait du coup du monde autour de toi qu'ils n'ont pas cette fois-ci... Ah bah c'est certain que la présence des copains de lutte, ça aide. Clairement, déjà ça empêche les extrémistes de tout poil de venir nous chasser, nous emmerder. Donc oui, il faut que le maximum de gens viennent. Pas seulement des copains, puisque tu avais même carrément du public, des personnes que tu ne connais pas, qui sont venues t'écouter avec intérêt apparemment, puisqu'ils sont restés, jusqu'au bout. Enfin, une grande partie est restée jusqu'au bout. Je reconnais que là pour le coup c'était assez agréable. Ça a dû les dissuader, je pense. Ouais. Il y a une assemblée générale maintenant qui fait que chacun s'est dispersé, mais on va aller la suivre et puis à la rigueur on pourra en reparler. Ok, marche. Si vous décidez de supprimer l'armée et la ça approche. Il est là et...